RDC. Les Wazalendo repoussent la coalition M23 RDF à Mirangi. Ce dimanche 2 novembre 2025, les collines du Nord Kivu ont de nouveau tremblé. À l'aube, les patriotes Wazalendo ont surpris la coalition M23 RDF à Mirangi, déclenchant des affrontements d'une intensité rare. Ce n'est pas seulement une bataille militaire, c'est une lutte pour la souveraineté, la dignité et la survie du Congo. Voici le récit complet, signé Africa Flashes. Chers auditeurs et fidèles d'Africa Flashes, bon dimanche à vous tous, où que vous soyez, sur le continent et dans la diaspora. Merci d'être avec nous pour suivre, minute après minute, l'évolution dramatique de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis l'aube, les bruits sourds des armes lourdes et légères secouent les collines de Mirangi, un village du groupement MUT, dans le territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu. Il est un peu plus de 5 heures du matin, lorsque la quiétude dominicale est brisée par une salve de tirs. Les patriotes Wazalendo ont lancé une offensive surprise contre les positions tenues par la coalition M23-RDF. L'attaque, fulgurante et coordonnée, a pris de court les combattants rwandais et leurs supplétifs congolais du M23. Sur le terrain, les témoins racontent une scène de panique dans les rangs ennemis. Les rebelles, surpris dans leur position, n'ont pas eu le temps de s'organiser. Selon nos sources locales, des blessés sont évacués à la hâte vers les arrières, tandis que plusieurs corps jonchent encore les collines. Les Wazalendo, menés par le général Bigabo Jonas, affirment avoir infligé des pertes importantes à la coalition adverse. Dans un court message transmis à Africa Flashes, un responsable du mouvement patriotique a déclaré que la coalition M23-RDF est en déroute, tout en promettant un bilan plus détaillé dans les heures à venir. Mais déjà, les conséquences humanitaires sont visibles. Les populations civiles fuient massivement vers Kikuku et d'autres localités environnantes. Des femmes, des enfants, des vieillards marchent sans savoir où aller, portant sur leur tête quelques effets personnels sauvés dans la panique. Les églises, habituellement pleines un dimanche matin, sont restées désertes. Le vacarme des armes a remplacé les chants des fidèles. À Mirangi, la terre tremble encore. Les collines résonnent du fracas des mortiers et la fumée noire s'élève des positions abandonnées par les rebelles. Ce n'est pas la première fois que ce village devient théâtre d'affrontements. Depuis plusieurs semaines, les combats s'y sont intensifiés, signe que la guerre dans le Nord Kivu a atteint un tournant décisif. La coalition M23-RDF, qui tente de consolider ses positions autour de Rutshuru, fait face à une résistance farouche des patriotes congolais qui refusent toute occupation étrangère. Un peu plus au sud, dans le territoire de Walikale, la tension est tout aussi forte. Hier encore, des affrontements ont éclaté dans la chefferie de Buité, confirmant que le feu s'étend désormais à plusieurs fronts. Les Wazalendo, soutenus moralement par les populations locales, se sont imposés comme un rempart patriotique face à la coalition étrangère. Leur mot d'ordre est clair: défendre la terre du Congo, coûte que coûte. Dans la nuit du 1er au 2 novembre, de nouveaux combats ont éclaté à Kalembe, dans le groupement Bachamokoto, territoire de Massissi. Là encore, les Wazalendo ont pris l'initiative, lançant une attaque surprise contre les positions de la coalition M23-RDF. Les échanges de tirs ont duré toute la nuit, et ce matin encore, des explosions résonnent. Des habitants joints par Africa Flashes décrivent une situation terrifiante. Nous avons passé la nuit couchés au sol. Les enfants pleuraient, les murs tremblaient, raconte une mère de famille, la voix encore tremblante. La coalition
23-RDF, basé à Kalonji, dans le groupement Kisimba, a tenté de riposter avec des armes lourdes, mais sans grand succès. Les Wazalendo, mieux positionnés sur le terrain, ont repoussé les assauts avec détermination. L'un d'eux, joint par téléphone satellite, a confié « Nous savons pourquoi nous nous battons. Eux, ils se battent pour l'argent et pour Kigali. Nous nous battons pour notre sol et pour nos enfants. » À travers toute la province du Nord Kivu, les combats s'étendent, comme une traînée de poudre. Rutshuru, Walikale, Massissi, partout, la même colère gronde, la même détermination s'exprime. Malgré les appels à un cessez-le-feu lancés récemment par les États-Unis et relayés par des chancelleries occidentales, la coalition M23-RDF continue ses offensives. Pour beaucoup de Congolais, ces appels sonnent comme une hypocrisie. Comment parler de paix quand un pays voisin, le Rwanda, continue de violer les frontières et de piller les richesses du Congo sous couvert de rébellion? Les Wazalendo, de leur côté, affirment qu'ils n'ont d'autre choix que de répondre aux attaques. « Nous ne cherchons pas la guerre, disent-ils, mais nous ne fuirons pas non plus. » Leur résistance, loin d'être improvisée, s'appuie sur une connaissance fine du terrain, sur des réseaux de solidarité locaux et sur une conviction profonde, celle de défendre la patrie jusqu'au bout. Pendant ce temps, dans la province voisine du Sud Kivu, le front s'embrase également. Dans le territoire de Kabaré, des affrontements ont éclaté ces dernières heures entre la coalition M23-RDF et les Wazalendo. Les détails restent flous, mais plusieurs sources font état d'intenses échanges de tirs. À Uvira, le commandant du secteur opérationnel Sukola II, le général de brigade Tivira Hamwi, a tenu une grande parade militaire pour galvaniser ses troupes. Il a salué la bravoure des FARDC et des patriotes Wazalendo, qu'il a décrits comme les remparts vivants de la République. Sous un soleil brûlant, les soldats ont scandé en chœur « Morale, morale, morale ». Le général, visiblement ému, leur a rappelé la discipline, la loyauté et l'amour de la patrie. Il a affirmé que la coalition M23-AFC, soutenue par Kigali, était désormais tombée dans les pièges basiques de l'armée congolaise et qu'elle se trouvait dans une ménopause stratégique, un terme ironique pour signifier l'épuisement tactique et moral des envahisseurs. Ces mots ont galvanisé les troupes. L'atmosphère était électrique, empreinte d'un sentiment de revanche et de fierté nationale. À Uvira, comme à Miranji, une même conviction anime les Congolais, celle que le pays doit se libérer par lui-même sans attendre de miracles venus de l'extérieur. Mais derrière le courage, il y a aussi la douleur. Des milliers de familles déplacées errent entre les villages, cherchant refuge dans les écoles, les églises ou simplement sous les arbres. L'aide humanitaire tarde à arriver. Les routes sont coupées, les communications sporadiques. Pourtant, dans ce chaos, une lueur d'espérance subsiste, celle d'un peuple debout, refusant l'humiliation. Chers auditeurs d'Africa Flashes, il faut le dire clairement, ce qui se joue à l'est du Congo dépasse les frontières de la RDC. C'est une guerre hybride, mêlant ambition régionale, convoitise économique et silence complice de la communauté internationale. Le Rwanda, malgré les condamnations verbales, continue d'opérer avec une assurance insolente. Les minerais congolais, or, coltan, cassitérite, continuent d'alimenter les circuits mondiaux, pendant que les Congolais meurent sur leur propre sol. Pourtant, face à cette injustice, quelque chose change. Les Congolais, longtemps divisés, se rassemblent autour d'un même cri, la défense de la patrie. Les Wazalendo incarnent ce sursaut populaire, cette conscience collective qui se réveille après des décennies de guerre et de manipulation.
Ils ne sont pas des supplétifs ni des instruments politiques. Ils sont la voix armée d'un peuple qui dit non à l'occupation. Alors que les combats se poursuivent, à Miranji, Kalembe et Kabare, les échos de cette résistance résonnent jusqu'à Kinshasa. Le gouvernement, sous pression, appelle à l'unité nationale. Dans les réseaux sociaux, la jeunesse congolaise relaie les images de la bravoure des Wazalendo, transformant leur lutte en symbole de dignité nationale. Ce soir encore, la situation reste tendue. Les combats se poursuivent, les bilans évoluent. Mais une chose est certaine. Le Congo n'est plus spectateur de sa propre histoire. Il la réécrit à la sueur et au sang de ses enfants. Dans les heures qui suivent les affrontements de Miranji et de Kalembe, la tension se propage à d'autres localités du Nord Kivu. Des sources militaires indiquent que des mouvements suspects ont été observés autour de Nyanzal et de Katwiguru, zone stratégique située entre Rutshuru et Kanyabayonga. Les habitants, habitués aux alertes, savent désormais reconnaître le grondement caractéristique des mortiers. Une rumeur traverse les villages. La coalition M23-RDF chercherait à ouvrir un nouveau couloir vers le parc des Virunga pour se repositionner. Mais les Wazalendo, eux aussi, ont appris à anticiper. Ils disposent désormais d'un réseau d'informateurs communautaires, paysans, motards, commerçants, qui signalent le moindre mouvement suspect. Dans ce contexte, l'armée congolaise, les FARDC, tente de coordonner l'ensemble des fronts. Le commandement de la 34e région militaire, basé à Goma, a intensifié ses réunions stratégiques. Le général Peter Sirimwami, connu pour sa poigne et sa proximité avec les troupes, aurait ordonné un déploiement renforcé de blindés vers le nord de Rutshuru. Une source militaire confie à Africa Flashes « Nous ne pouvons plus nous contenter de réagir. Nous devons reprendre l'initiative et frapper là où l'ennemi ne s'y attend pas. » Pendant ce temps, les rumeurs de renforts venus du Rwanda continuent d'alimenter la colère populaire. Plusieurs habitants affirment avoir vu, à la tombée de la nuit, des colonnes de camions franchissant la frontière près de Bunagana, sous prétexte de transporter de l'aide humanitaire. Mais au petit matin, ce sont des soldats en uniforme rwandais qui sont aperçus dans les collines. À Kinshasa, la colère monte. Des députés dénoncent ouvertement l'agression permanente du Rwanda et appellent le président Félix Tshisekedi à mettre fin à la diplomatie naïve. Dans les rues, la population réclame des sanctions fermes et la suspension de toute coopération bilatérale. Pourtant, malgré la guerre, le quotidien continue. À Kanyabayonga, les marchés rouvrent timidement. Les femmes, courbées sous le poids de leurs paniers, traversent les pistes encore jonchées de douilles. Un silence étrange plane, brisé seulement par le bourdonnement lointain d'un drone d'observation. Les habitants vivent entre courage et résignation, conscients que le moindre jour de répit est une victoire. Plus au sud, dans le territoire de Kabare, la riposte congolaise s'organise autour de l'alliance FARDC-Wazalendo. À Bukavu, des jeunes se sont rassemblés pour collecter des vivres et des vêtements destinés aux combattants du front. Une émotion collective traverse la ville. On ne parle plus de divisions ethniques, mais de patriotisme. Les slogans fleurissent sur les murs. Unis, nous vaincrons. Pas un pouce du Congo ne sera cédé. Et au cœur de cette mobilisation, la voix du général Tivira Hamwi résonne comme un symbole. Dans son allocution du samedi 1er novembre, il a rappelé une vérité simple mais puissante. Ce pays ne survivra que si chacun prend sa part de responsabilité. Des mots qui ont trouvé écho jusque dans les villages les plus reculés. Les combattants Wazalendo, eux, s'en inspirent. Nous n'avons pas les moyens du Rwanda, mais nous avons
ce qu'ils n'auront jamais, l'amour du Congo, confie l'un d'eux, la voix couverte par le vent. Le contraste entre les réalités du terrain et le silence diplomatique international devient de plus en plus insupportable. Tandis que les chancelleries occidentales appellent à la retenue, les images de villages incendiés circulent sur les réseaux. Des familles entières dorment à même le sol dans des écoles improvisées en centres d'accueil. Les humanitaires alertent. Les besoins sont immenses, les ressources dérisoires. Mais dans cette détresse, la solidarité congolaise s'impose comme une force. Des étudiants, des prêtres, des paysans s'organisent spontanément pour venir en aide aux déplacés. À Kinshasa, la présidence suit heure par heure la situation. Des réunions du Conseil de sécurité nationale se multiplient au Palais de la Nation. Les conseillers militaires du chef de l'État examinent les rapports venus de Goma, Rutshuru et Walikale. Des options sont sur la table. Intensifier la coopération avec les armées amies de la SADC, déployer davantage de drones de surveillance et surtout renforcer la communication patriotique. Car au-delà des armes, c'est une guerre d'image qui se joue. Kigali dépense des fortunes en lobbying international pour présenter le M23 comme un mouvement congolais. Mais les récents aveux de diplomates rwandais reconnaissant la nature tutsi et étrangère du M23 ont réduit à néant cette façade mensongère. Le Congo, lui, ne se tait plus. Les voix s'élèvent, des universités aux médias, des églises aux diasporas. Les Congolais de Londres, Paris, Bruxelles, Montréal ou Johannesburg manifestent chaque semaine pour dénoncer le silence du monde face à l'agression du Rwanda. Dans les commentaires des vidéos Africa Flash, la colère et la fierté se mêlent. Que Dieu protège nos Wazalendo, écrit un internaute de Goma, tandis qu'un autre, depuis Washington, ajoute « Le Congo ne tombera pas tant que le peuple résiste ». À la tombée de la nuit, Miranji n'est plus qu'une silhouette dans la brume. Les tirs ont cessé, mais l'air reste chargé de poudre et d'angoisse. Les Wazalendo, victorieusement campés sur leur nouvelle position, chantent à voix basse un cantique patriotique. Dans le noir, les étoiles s'allument, témoins muettes, d'une lutte vieille comme la nation elle-même. Une lutte pour l'honneur, pour la terre, pour la mémoire des ancêtres tombés. Ici, Africa Flashes, nous continuerons de suivre, heure par heure, l'évolution de cette situation, avec le même engagement, la même rigueur et le même amour du Congo. Restez connectés, partagez l'information et surtout, gardez la foi en un avenir où le Congo sera enfin libre, fort et souverain.